Alors, je vais appeler pour cette table ronde monsieur le député de la Loire, membre de la commission des lois, co-rapporteur de la mission d'information sur la blockchain, monsieur le député Jean-Michel Bis. Et pour co-animer cette table ronde, monsieur Benoît Coffin, consultant Aretech, TPM Alphi Partners. Vous l'applaudissez pas, lui. Merci. Bien, Monsieur le Président Jean-Pierre Sénat, Mesdames et Messieurs les commissaires-priseurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation à participer à votre convention nationale. C'est en effet un très grand plaisir pour moi de pouvoir venir vous apporter quelques éclairages, si tant est que je le puisse, sur les potentialités que peut apporter la technologie blockchain pour votre profession, dans le cadre notamment de la mission que je conduis avec ma collègue Lande Laraudière et que nous allons rendre le 12 décembre. Donc nous sommes vraiment dans un momentum un peu particulier qui correspond à, je crois, une attente assez forte de l'ensemble des professions, notamment des certifications ou des professions réglementées qui voient un peu la blockchain parfois sous un angle, je peux le comprendre, qui suscite un certain nombre d'inquiétudes, tant cette technologie est parfois aussi accompagnée d'une réputation un peu sulfureuse dans les cas d'usage qui ont été faits jusqu'à présent, à savoir l'utilisation d'un certain nombre de crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Je voudrais d'abord vous dire que le terme blockchain, à ce jour, ne connaît pas de définition dans le dictionnaire. C'est une technologie qui reste le plus souvent associée donc, aux crypto-actifs, et notamment au Bitcoin qui l'a fait connaître. Et pourtant, comme l'a précisé Jean-Pierre Landau, qui est ancien gouverneur de la Banque de France, dans le rapport qu'il a remis en juin dernier au ministre de l'économie Bruno Le Maire, je cite, si les applications monétaires et financières de cette technologie, comme les transactions en Bitcoin, doivent être regardées avec prudence, il faut les dissocier de la révolution qui les a favorisées, la blockchain. Cette technologie permet en effet des échanges décentralisés, sécurisés et traçables, sans qu'il soit besoin d'un tiers de confiance. Après chaque transaction, une nouvelle ligne vient se greffer à un bloc, formant une chaîne indéfectible, la blockchain. Elle incarne, en gros, le livre de compte 2.0. L'historique de chaque transaction étant répertorié dans un registre décentralisé et redistribué. La complexité des algorithmes utilisés rend cette transaction infalsifiable. La blockchain est en fait à la confiance ce qu'Internet a été à la communication, si je puis utiliser la formule de notre ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier. En tant que profession réglementée et tiers de confiance, il est donc légitime que cette technologie vous interpelle, et vous êtes d'ailleurs, me semble-t-il, confronté déjà à la dématérialisation des ventes avec l'apparition des plateformes d'enchères en ligne. Si en l'état vos inquiétudes peuvent paraître légitimes, permettez-moi tout de même de vous apporter quelques éléments de ma propre réflexion à quelques jours de la remise de ce rapport sur les blockchains. La blockchain peut se mettre au service de vos professions et vous permettre de valoriser des compétences spécifiques et reconnues du fait notamment de votre double formation, à savoir le sourcing, qui consiste à trouver des objets et à obtenir un mandat du vendeur, les attributions et l'estimation garantie et leur technique de vente, qu'elles soient aux enchères publiques ou de gré à gré. Ainsi, dans vos métiers, cette technologie pourrait vous servir de registre afin d'assurer une meilleure traçabilité des objets comme des actifs, en créant techniquement une empreinte numérique unique et infalsifiable. Elle pourrait permettre de garantir l'authenticité, après bien entendu votre certification. Elle pourrait en quelque sorte simplifier votre quotidien dans des tâches pratiques et répétitives, en apportant de la sécurité, mais elle ne pourrait en aucune manière remplacer les expertises liées intrinsèquement à votre profession. C'est dans cette optique que dans nos recommandations, dans notre rapport, pourrions-nous demander à consacrer dans la loi le statut de tiers de confiance numérique, chargé d'assurer la protection d'une identité, des documents, des transactions, et en mesure d'auditer et de certifier les protocoles chaîne de bloc. La France ne peut manquer de s'impliquer dans une telle révolution, à la fois technique et sociétale. Vos professions doivent s'en saisir, mais tout en gardant à l'esprit que, comme toute technologie, elle n'est qu'un outil. Par ailleurs, l'adoption de la blockchain doit passer inéluctablement par une meilleure compréhension de cette technologie, comme c'est le cas en matière de cybersécurité. Il faut diffuser une culture de la blockchain pour faire de chaque citoyen, de chaque professionnel, un consommateur de technologie responsable. Quant à nous, législateurs, nous devons fixer un cadre législatif conciliant le développement de ces chaînes de blocs et la préservation des intérêts publics. La présentation de Benoît Coffin qui va suivre devra vous permettre de vous approprier les tenants et les aboutissants de cette technologie qui sera peut-être la locomotive économique de notre 21e siècle. Je vous remercie de votre attention.
Très bien, merci. Merci à monsieur le député d'avoir introduit cette présentation sur le thème de la blockchain. Si on est là aujourd'hui, c'est que l'une de vos consoeurs, commissaire-priseur, m'avait posé la question il y a quelques mois. Benoît, c'est quoi cette histoire de Bitcoin? Alors, permettez-moi de lui répondre aujourd'hui. En fait, on s'en fiche du Bitcoin. Ce qui nous intéresse, c'est la technologie qu'il y a derrière. C'est la blockchain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même utiliser cette histoire de Bitcoin pour vous présenter le mécanisme qui, en fait, sous-tend la technologie de la blockchain. Pour ça, on va prendre l'opération la plus simple qu'on puisse, à savoir, je souhaite vous donner 10 bitcoins, l'opération la plus simple qu'on puisse faire. Pour cela, on va avoir besoin de s'assurer que je suis en possession de ces bitcoins. Pour ça, il y a deux informations que j'ai besoin de savoir, que 1, je les ai bien reçus, et que 2, je ne les ai pas déjà dépensés. Pour cela, on va aller demander au réseau qui a accès à un registre. Dans ce registre est consigné l'ensemble des transactions que nous avons passées tous ensemble. On va pouvoir retracer l'arrivée du Bitcoin sur mon compte et le fait que je ne l'ai pas encore dépensé. Une fois qu'on aura certifié que je suis bien en possession de ces 10 Bitcoins, on va pouvoir valider la transaction entre vous et moi, et cette transaction sera elle-même rajoutée dans le registre. Maintenant, on a un problème. C'est qu'au bout d'un moment, notre registre il va être plein avec l'ensemble des informations et des transactions qu'on aura passées entre nous. Donc, une fois que ce registre sera plein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compresser. On va ouvrir un nouveau registre, un nouveau chapitre. Au début de ce nouveau chapitre, on va intégrer le registre précédent. On va le remplir avec toutes les nouvelles transactions. Une fois que ce nouveau registre sera plein, on va le compresser. Ouvrir un nouveau registre, intégrer les registres précédents au début, intégrer les nouvelles transactions, et ainsi de suite. Ces registres, on les appelle des blocs. En faisant une suite de registres, on crée une bloc de chaîne, la blockchain. Ça, c'est le fonctionnement de base. Maintenant, il y a deux spécificités. Un, chaque token, donc chaque Bitcoin, chaque Ether, chaque Ripple, etc., est unique. C'est ce qui permet aujourd'hui, en fait, de retracer sa provenance. Deuxièmement, et c'est un point sur lequel je voulais prendre le temps de m'arrêter, parce qu'il y a une vraie confusion là-dessus, beaucoup de gens disent, oui, mais lorsque les informations, quelles qu'elles soient financières ou de provenance, sont présentes sur la blockchain, finalement, tout le monde y aura accès et c'est la fin de la confidentialité. Justement pas. En fait, dans une blockchain, les informations sont publiques, mais elles sont cryptées. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont à la fois publiques et confidentielles. Et ça, c'est un point qui bloque beaucoup de gens et qui pourtant est à la base de l'informatique telle qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, c'est sur cette base-là que vous créez un compte sur Gmail, lorsque vous vous connectez à LinkedIn, lorsque vous connectez à votre boîte mail, lorsque Alexis se connecte à son compte Tinder, c'est le même fonctionnement. En fait, lorsque je crée un compte mail, on va dire sur Gmail, je crée un email, benoît@gmail.com, et un mot de passe. On va dire que ce mot de passe, c'est 6 mai 2018. En fait, Google ne va pas enregistrer sur ses serveurs le mot de passe 6 mai 2018. En fait, il va prendre ce 6 mai 2018, le coder, et il va obtenir un code qui est une suite de chiffres et de lettres. Il n'aura aucun moyen, à partir de cette suite de chiffres et de lettres, de décrypter pour arriver au terme de 6 mai 2018. Il sait juste que c'est la suite de chiffres et de lettres qui correspond à mon mot de passe. À chaque fois que je voudrais me connecter, je vais cliquer, rentrer 6 mai 2018, ça va le coder, arriver au même code que celui que j'avais enregistré et dire « Ok, c'est bien le code que tu vas rentrer lorsque tu as créé ton compte, donc je te laisse passer. » En revanche, si un jour je tape 6 mai 2019, il va le crypter, arriver à une autre suite de code que celui qui est enregistré, et il va me dire « Écoute, je ne sais pas quel est ton mot de passe, tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas en mesure, de te dire que ce n'est pas celui que tu avais enregistré lorsque tu as créé ton compte. » Voilà, c'est de cette manière-là que dans la blockchain, on va envoyer une information, et la blockchain va être en mesure de vous dire
oui, c'est bien l'information qu'on avait, ou non, ce n'est pas l'information qu'on avait. Tout ça, c'est génial, mais je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure de transactions financières. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas vraiment pour le marché de l'art. En 2004, Vitalik Buterin est arrivé et a proposé d'ajouter à la blockchain un autre concept qui existait déjà en fait, qui est le smart contract. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract? En fait, ça part du fonctionnement d'un contrat, on va dire traditionnel entre vous et moi, dont en fait les conditions et les modalités seraient intégrées dans un programme informatique. Ce programme informatique, en exécutant de manière automatique les conditions de ce contrat. Je prends un exemple très simple. Je vous vends un objet, un tableau, et je dis, et on part du contrat entre vous et moi, que vous réglerez le tableau une fois que vous le recevrez. Dans ce cas-là, lorsque vous recevez le tableau, vous signez de manière électronique sur la palette du transporteur le fait que vous avez bien reçu le tableau. Le smart contract va le détecter, il va considérer que vous avez reçu le tableau, donc va aller effectuer un prélèvement sur votre compte pour transférer les fonds sur le mien. Voilà, ça c'est un concept de base du smart contract. Le fait de le mettre sur la blockchain va attester de deux choses. Une fois qu'il sera sur la blockchain, ça permettra d'attester que vous et moi, nous avons bien contracté, puisqu'il aura été mis sur une blockchain qui est publique et donc disponible auprès de tous. Et il pourra s'exécuter de manière automatique. C'est-à-dire que si on supprimait une ou deux copies de la blockchain, il y aurait toujours des copies de cette blockchain qui seraient effectuées. Alors, des limites à ce concept, c'est que quand on dit smart contract, en fait, il n'est ni smart ni un contract. Certains disent smart parce que en fait, c'est pas basé sur l'intelligence artificielle, c'est simplement une ligne de code qui exécute des actions qu'on lui a demandé d'exécuter. Deuxièmement, ce n'est pas un contrat parce qu'il n'y en a pas les modalités. De manière, pour prendre un seul point, je code ce programme qui engendrerait un virement de votre compte sur le mien. Rien ne prouve que vous avez donné votre consentement pour la mise en place de ce contrat. Deuxièmement, on touche à le point de l'immuabilité de la blockchain. Le problème, c'est que si on code un contrat et puis on se rend compte qu'il y a un problème sur cette ligne de code, on n'est pas en mesure de le modifier une fois qu'il est parti sur la blockchain. En revanche, il est possible de rajouter un nouveau code qui vient annuler le précédent. C'est un sujet qu'on abordera dans un second temps. Parfait, génial, mais du coup, quel peut être l'intérêt ou les enjeux de cette technologie dans le secteur des enchères? Alors, je ne vais pas tous les présenter parce qu'ils sont tellement nombreux que ce ne sera pas possible. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre le processus d'une vente, depuis son consignement jusqu'à son règlement, et présenter deux types d'éléments. Soit ceux qui semblent les plus importants et qui pourraient jouer un rôle majeur dans les ventes aux enchères à l'avenir, soit celles qui sont déjà mises en place de manière concrète aujourd'hui ou les projets les plus avancés. Alors, les actes notariaux. En fait, la blockchain sera fantastique pour authentifier l'acte de manière digitale. En fait, aujourd'hui, pour qu'un acte soit vraiment authentique, il faut l'imprimer, il faut le signer, il faut ensuite le rescanner pour qu'il soit de nouveau, qu'il soit authentifié et de manière digitale. Il existe également aujourd'hui des signatures digitales et des solutions qui existent, mais malheureusement, elles ne sont pas garanties par les systèmes qui les proposent dans une manière indéterminée. En général, ils vous proposent de garantir l'acte sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On voit bien que dans les cas des actes notariaux, on n'y est pas du tout. La blockchain pourrait attester qu'un acte a été effectué. La blockchain est également extrêmement forte pour dater un fait, c'est-à-dire pouvoir dire à telle date, le contrat existait. Si je vous parle des actes notariaux aujourd'hui, c'est que les notaires arrivent vite, les notaires arrivent fort. Ils ont déjà annoncé qu'ils proposeraient une proof of concept, c'est-à-dire que dans les semaines à venir, ils vont faire une réunion pour prouver de manière concrète qu'ils sont en mesure de certifier via la blockchain des actes, et ce de manière digitale. Et ils ont annoncé également
qu'ils souhaitaient le faire dans le cadre de leur relation avec le secteur bancaire et les secteurs des huissiers de justice. Et là, c'est important dans le cadre de la réforme entre les commissaires-priseurs et les huissiers de justice. On sait que les huissiers de justice attendent avec impatience cette réforme et cette fusion. Volonté vraiment d'en tirer un maximum, profit un maximum. Si en plus ils prennent un avantage technologique, ça peut vraiment avoir un impact important lors de la fusion des deux métiers. Alors, quelle pourrait être l'opportunité pour le commissaire-priseur? Alors, c'est à voir à moyen long terme, mais lorsque aujourd'hui, et vous l'êtes en relation avec les notaires dans le cadre des successions, on le sait, c'est un moyen important d'avoir accès à des objets afin de les mettre en vente. La mise en place de smart contracts avant l'ouverture du testament pourrait être un moyen d'automatiser justement la mise en vente des biens suite au décès de la personne. Deuxièmement, la blockchain est extrêmement forte pour rendre liquide un patrimoine qui est illiquide. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de problèmes, on le sait aujourd'hui, lorsque les contrats sont ouverts, pour faire une répartition des biens meubles et immeubles. Et la blockchain est très forte pour rendre liquide un bien qui ne l'est pas. La provenance. Alors ça, vraiment, c'est le point que vous allez entendre parler, dont vous allez entendre parler lorsqu'on en vient à la blockchain. Vous allez entendre parler de provenance et de provenance. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsque je vous ai expliqué le fonctionnement de la blockchain, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on avait une transaction financière, ils allaient en fait effectuer une recherche de l'origine des biens que j'ai et que je souhaite vous donner. Et finalement, si on recherche et on parle de cette notion de provenance, c'est assez drôle parce que nous, on aime bien cette notion de provenance dans le marché de l'art. Et l'idée venait qu'à travers les smart contracts, au lieu de valider la provenance de biens financiers, on valide la provenance d'œuvres d'art. Ça permettrait, lorsqu'on vend l'œuvre, de se prévaloir du type de propriété, et deux, de pouvoir être ajouté au sein de cette blockchain. On pourra plus tard, mais ça demandera des évolutions de la blockchain, également intégrer les condition reports, les conditions de conservation. Là, je reviens également à cette histoire d'affaires cryptées. Beaucoup de gens pensent que du coup ça permettra de voir, et c'est une vraie question, on avait peur qu'on puisse voir l'ensemble de chaînes des propriétaires, à combien ça avait été, quels avaient été les montants des transactions. Justement non. En fait, le système viendra valider, il dira la blockchain a validé que la provenance est bonne, ou infirmer et dire la blockchain vous dit que la provenance n'est pas bonne. Mais justement, elle n'aura pas besoin de vous donner, comme c'est le cas aujourd'hui, une sorte de listing des différents propriétaires qui ont été en possession de l'œuvre. Après, libre à vous de la faire apparaître, cette chaîne de provenance, si vous pensez qu'elle permet de valoriser le bien. On avance, on passe au processus d'enchère. En fait, on a un problème aujourd'hui chez les commissaires, c'est qu'il est toujours un peu pris entre l'obligation de publicité de la vente, de ne pas se mettre en situation d'entrave en enchère, et en même temps, parfois, on a des enchérisseurs qui prennent un numéro de paddle et dont on a beaucoup de problèmes quant aux garanties de paiement suite à la vente. Alors, le CIMEV a mis en place un fichier qui fonctionne extrêmement bien, et en fait, la blockchain pourrait demander au CIMEV d'être le tiers de confiance de la blockchain pour pouvoir valider ou non le numéro d'enchérisseur d'une personne, et ça donnerait un nouveau rôle qui serait extraordinaire justement pour le syndicat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si jamais une personne refuse de payer, alors bien sûr il existe des moyens légaux qui sont extrêmement efficaces aujourd'hui en France et en Europe. Maintenant, si la personne est dans un pays aux États-Unis, dans un pays en Asie, on a de gros problèmes pour intervenir de manière judiciaire. Le smart contract, justement, permettra en fait de renforcer cette sécurité en faisant en sorte qu'une fois que la personne aura enchéri, remporté le lot, que le procès verbal est signé, se verra débiter automatiquement de son compte en banque pour pouvoir transmettre les fonds au commissaire-priseur. Le transport. Si je vous présente le transport, c'est que c'est aujourd'hui un des secteurs qui est le plus avancé dans la question de la blockchain pour pouvoir gérer le transport d'un point de vue administratif.
En fait, le transport est vraiment au cœur au cœur de notre société mondialisée. Les transports explosent et aujourd'hui, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui arrive à un point de saturation. En fait, il permet donc aujourd'hui de s'assurer que le bien et l'œuvre d'art surtout, parce qu'on sait que certains sont très sensibles à la température, à l'hygrométrie, que le bien soit arrivé dans de bonnes conditions jusqu'à l'acquéreur. Et si tel n'était pas le cas, de pouvoir, pour le sous-plaiseur, se retourner contre la société de transport. Aujourd'hui, tous les grandes sociétés de transport se sont alliées au sein de l'association qui s'appelle VITA et qui valorise justement le développement de la blockchain au sein des sociétés de transport. Vous avez UPS, vous avez FedEx, vous avez les autres sociétés qui vont pouvoir les utiliser, General Electric c'est dedans, Google a voulu rentrer dedans également. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui est extrêmement abouti. La question des copyrights et du droit de suite, vous en avez discuté tout à l'heure. En fait, ça permettrait aux organismes et aux artistes, on pense à la DHGP, de s'assurer que les droits à l'image et les droits de suite sont respectés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de transactions qui sont soit aux enchères, soit de gré à gré, pour lesquelles on n'a pas d'informations et pour lesquelles ces droits ne sont pas respectés. Encore une fois, c'est une belle opportunité pour la DHGP de devenir un tiers de confiance dans cette organisation. Je vous ai présenté différentes applications. Il était important pour moi également de vous présenter les enjeux, les problèmes qui se posent aujourd'hui sur la blockchain. Alors, je vais tous vous les présenter. Avant de présenter ces problèmes, il est important en fait que la blockchain reste un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les années à venir un panel de solutions techniques et technologiques pour faire avancer votre activité. Il ne faut pas essayer de mettre la blockchain à toutes les sauces. Je vais reprendre l'expression. Il ne faut pas que la blockchain soit une solution à la recherche d'un problème. En fait, les premiers problèmes en jeu aujourd'hui, le problème technique, c'est une expertise qui est recherchée. C'est bien beau de vouloir mettre en place une blockchain, si on n'a pas la capacité technique de le faire, on n'ira pas bien loin. Deuxièmement, c'est un système qui est encore lent pour l'instant, mais ça accélère très vite. Le problème de la blockchain Bitcoin, c'est que c'est 7 transactions secondes. Alors pour certains secteurs, ça ira, pour le secteur de la finance, on n'y est pas du tout. Ripple est arrivé à 1500 transactions secondes. Maintenant, il y a de nouveaux systèmes qui arrivent avec le Lightning Network, le réseau Snark, où on arrive à des centaines de milliers de transactions secondes et on va pouvoir arriver à des solutions pour les secteurs notamment financiers qui sont satisfaisantes. Le coût de fonctionnement. Le problème, c'est que bien souvent, la blockchain elle est backée sur un système de cloud. Et le système de cloud peut vous coûter très cher. Et deuxièmement, si ces systèmes de cloud sont gérés, et c'est le cas aujourd'hui par des grosses sociétés comme Amazon ou Apple, pour la désintermédiation et l'aspect objectif, on pourra repasser. Enfin, ses forces sont ses faiblesses, c'est que la blockchain est immuable, c'est génial dans certains cas pour prouver qu'un contrat a bien eu lieu. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une erreur sur la blockchain, on doit en fait intervenir dessus pour pouvoir modifier l'information et aller dans le sens de l'authenticité. Je prends un cas concret. En fait, on attribue une œuvre à Rembrandt. Il s'avère que l'œuvre perd son attribution, on ne pourra pas supprimer l'information, en revanche on pourra rajouter une information, l'œuvre n'est plus attribuée à Rembrandt. Ensuite, la notion de consensus. En fait, beaucoup de sociétés aujourd'hui s'allient pour mettre en place des systèmes de blockchain. C'est parfait, c'est même le but. Le problème, c'est que lorsqu'on voit une association regroupant tout ou la grande majorité des acteurs d'un secteur, on peut se poser la question si le consensus n'est pas en train de devenir une entente. Et en ça, en fait, l'EC2 est venu effectuer un rapport sur le sujet et est en train actuellement justement d'organiser le cadre qui permettra de mettre en place un consensus sans pour autant tomber dans une situation d'entente.
La question des données privées, GPR, et ça c'est un sujet qui a monopolisé l'intérêt de la communauté blockchain ces mois derniers, parce que s'il y avait un problème de diffusion des informations privées concernant vos acheteurs ou vos vendeurs sur la blockchain, ça mettait fin au concept de la blockchain immédiatement. C'était un point bloquant. Le 24 septembre, la CNIL est venue pour venir apporter des solutions et admettre que si une information n'est plus présente sur la blockchain, on ne peut plus avoir accès en fait à la blockchain sur laquelle l'information est présente, alors on pouvait considérer que ça correspondait aux critères souhaités par la CNIL. Ensuite, l'IoT, c'est l'Internet of Things. En fait, la blockchain, c'est génial pour gérer tout ce qui est immatériel, les transactions financières, les contrats. En revanche, lorsque vous m'apportez une œuvre, qu'est-ce qui me permet d'attester que l'information que j'ai sur la blockchain correspond à l'œuvre que j'ai en face de moi? Alors, il y a certains secteurs sur lesquels ça ne va pas poser de problème. Moins de problème, c'est tous les secteurs des enchères sur lesquels il y a des numéros de série. Je pense aux voitures, je pense aux montres également, qui vont être extrêmement présentes. En revanche, pour des meubles anciens, il y a un vrai problème. Il y a des recherches qui sont faites en ce sens pour avoir des systèmes d'identification des objets, RFID, le code barre de manière beaucoup plus simple, l'ADN synthétique. Bien sûr, ça concernera que les œuvres aux valeurs les plus importantes. En fait, ce qui est extrêmement important pour la blockchain, c'est que pour chaque objet physique, il y a un avatar numérique qui soit mis en place. Voilà, je vous ai présenté les grands enjeux. Il n'y a rien de bloquant pour l'instant, il n'y a que des challenges et je suis impressionné chaque jour par la rapidité avec laquelle les grandes entreprises à la pointe de cette technologie arrivent à surmonter ces enjeux. Le prochain slide, je ne vais pas le commenter. Il sert simplement, en fait, à vous montrer que ça y est, on y est. Toutes les grandes sociétés sont en train de mettre en place des solutions basées sur la blockchain. Et ces sociétés, vous rentrerez en contact avec l'une ou avec l'autre à un moment donné. Ce qui fera, de fait, vous serez en contact avec la blockchain. Vous avez probablement un compte au Crédit Agricole, à la Société Générale, une assurance de vos locaux ou des moyens de transport chez AXA. Vous voyez au passage, il y a Christie's qui a, il y a 3 semaines, intégré à la blockchain d'Artory les ventes, les objets mis en vente lors de la vente Worth. Arteia aussi qui va retracer la provenance dans le cadre de la gestion des collections via la blockchain. Je vous laisse jeter un œil. Voilà, si vous me permettez de conclure, en fait, la blockchain va s'intégrer dans l'environnement global du commissaire-priseur, dans le cadre de sa relation avec ses partenaires. En fait, elle ne s'envisagera pas du tout de la même manière que vous soyez un grand acteur anglo-saxon ou un acteur local. Quoi qu'il en soit, il est crucial d'opérer un changement de paradigme et d'opérer une révolution digitale. Et lorsque vous opérez cette révolution digitale, vous vous rendez compte qu'immédiatement, de nombreux obstacles apparaîtront comme des opportunités. Aujourd'hui, la France a la volonté politique et le soutien du gouvernement, ainsi que les moyens techniques et une expertise unique en marché de l'art, pour se positionner à la pointe de la digitalisation du monde de l'art. Après, dans cette digitalisation du monde de l'art, quelle sera la place de la blockchain? Ça, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à vous. Je vous remercie.